Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission consacrée aujourd'hui à un thème clé pour comprendre le fonctionnement des organisations, le pouvoir de la culture d'entreprise dans la conduite du changement. La culture d'entreprise est-elle un formidable levier pour transformer les organisations ou au contraire, un frein puissant qui bloque toute évolution? Pour en débattre, deux invités sont avec nous, Anas, Ilham, deux étudiants intéressés par ce sujet. Merci à vous d'être là. Pour commencer, quand on parle de culture d'entreprise, de quoi parle-t-on exactement? Et pourquoi est-elle si déterminante dans les projets de changement? Merci Mariam. Alors, quand on parle de culture d'entreprise, on parle de tout ce qui fait l'identité profonde d'une organisation, ses valeurs partagées, ses croyances, ses normes, ses habitudes, mais aussi ses rituels, ses symboles, ses histoires internes. Concrètement, c'est ce qu'on ressent quand on entre dans une entreprise, la façon de se parler, de décider, de gérer les erreurs, la relation aux clients, au temps et au risque. Un auteur très connu, Edgar Schein, explique que cette culture existe à 3 niveaux. D'abord, les artefacts visibles, les locaux, le dress code, les réunions, le langage. Ensuite, les valeurs affichées, ce que l'entreprise dit respecter, comme l'innovation, la qualité ou le travail en équipe. Et surtout, les postulats fondamentaux, profonds, souvent inconscients, des croyances sur ce qu'est un bon chef, un bon employé, la place du client, la manière d'affronter l'incertitude. C'est à ce niveau-là que se joue le vrai pouvoir culturel. Ce sont des croyances de base qui vont accepter, déformer ou rejeter le changement. Oui, et ce qui rend la culture si puissante, c'est précisément son côté implicite. Les collaborateurs savent très bien ce qui se fait ou ne se fait pas, ce qui est valorisé ou risqué, même si ce n'est écrit nulle part. Cela veut dire que lorsqu'une direction annonce un grand projet de transformation, ce message ne tombe jamais dans le vide. Il passe à travers ce filtre culturel avec ses habitudes, ses peurs et ses tabous. Donc, on peut dire que la culture d'entreprise, c'est un peu la personnalité profonde de l'organisation, ce qui guide les comportements au quotidien, parfois sans qu'on en ait conscience. Alors, lorsqu'il est aligné avec le projet de transformation, la culture devient un formidable accélérateur. Prenons les travaux de chercheurs comme Hofstede ou Cameron et Keane. Ils montrent que les organisations se distinguent par leurs valeurs dominantes. Certaines ont une culture très hiérarchique et de contrôle. D'autres, une culture dite clanique, centrée sur la coopération et la famille. D'autres encore, une culture adocratique, tournée vers l'innovation et la prise de risque. Ou une culture très marché focalisée sur la performance et la compétition. Quand il y a alignement entre ces valeurs et le type de changement voulu, la transformation est facilitée. Par exemple, Toyota a développé depuis longtemps une culture d'amélioration continue et d'implication des salariés dans la résolution de problèmes, ce qu'on appelle souvent le Toyota Way. Dans cette culture, les équipes sont habituées à remonter les anomalies, à proposer des idées, à ajuster les processus en permanence, ce qui rend beaucoup plus naturel l'acceptation de petits changements continus dans la production. Donc, dans un environnement comme Toyota, l'idée de changer régulièrement les manières de faire n'est pas vécue comme une rupture violente, mais comme quelque chose de normal. Exactement. On peut aussi citer Netflix, qui a construit une culture très marquée par la liberté et la responsabilité, peu de règles, mais une forte exigence de performance. Cette culture a permis d'assumer des choix stratégiques radicaux, le passage du DVD au streaming, puis à la production de contenus originaux, parce que les équipes étaient déjà habituées à décider vite, à prendre des risques et à se remettre en question. Plus largement, quand une entreprise valorise réellement l'innovation, l'apprentissage, le droit à l'erreur, il est beaucoup plus facile d'y lancer une transformation digitale, organisationnelle ou stratégique. Les salariés testent plus volontiers les nouveaux outils, acceptent les tâtonnements, proposent des améliorations et nourrissent eux-mêmes le changement. Et au-delà des exemples célèbres, la culture permet aussi de donner du sens au changement, non? Oui, si la vision de l'entreprise et ses valeurs vécues parlent déjà d'orientation client, de qualité, de coopération,
Le changement peut être présenté comme une manière d'être encore plus fidèle à cette identité. Les collaborateurs ne ressentent pas la transformation comme une trahison, mais comme une étape logique de ce qu'ils sont déjà. Ilham, vous insistez souvent sur le fait que cette même culture peut aussi bloquer les transformations. Comment? Alors, cette force de cohésion a un côté très conservateur. La culture donne des repères, une identité, une sécurité psychologique et c'est précieux, mais du coup, tout ce qui bouscule ces repères peut être vécu comme une menace. Dans beaucoup d'organisations, on retrouve des croyances implicites très puissantes. On a toujours fait comme ça, ici c'est le chef qui sait, l'erreur n'est pas permise. Ou encore, quand on parle de changement, c'est qu'on prépare des coûts budgétaires. Ces croyances filtrent le discours de changement. Même si la direction parle d'opportunités, d'avenir, de modernisation, une partie de salariés entend surtout danger, perte, insécurité. Les travaux de Shine montrent bien que ces postulats de base sont rarement discutés. Dans un modèle très hiérarchique, par exemple, on part du principe non formulé que contester c'est dangereux ou que la bonne information vient d'en haut. Un projet qui demande plus d'autonomie, de transversalité, de prise d'initiative se heurte forcément à ces postulats, même si à la surface, les affiches de l'entreprise parlent d'innovation et de responsabilisation. Donc, il peut y avoir un décalage entre les valeurs affichées et la culture réelle? Tout à fait. Une entreprise peut proclamer confiance et transparence, mais si dans les faits, l'information circule mal, si les erreurs sont sanctionnées, si les décisions restent très centralisées, la culture réelle reste une culture de contrôle et de peur. Dans ce contexte, on peut mettre en place les meilleurs outils de changement, les gens vont appliquer au minimum, contourner ou faire semblant d'adhérer. Et même des organisations reconnues pour leur culture forte ne sont pas à l'abri. Chez Toyota, par exemple, la culture d'excellence peut parfois conduire à sacraliser certains standards. Ce qui a marché hier est considéré comme intouchable, ce qui rend plus difficile la remise en question de certains modes de fonctionnement. Chez Netflix, la très forte pression sur la performance peut créer de la peur de l'échec, ce qui n'est pas toujours compatible avec certains risques liés à de nouveaux projets. Il ne faut pas oublier non plus la dimension d'identité professionnelle. Quand le changement modifie les métiers, les outils, les repères, certains collaborateurs ont l'impression de perdre leur statut, leurs compétences reconnues, voire leur utilité. La résistance n'est pas seulement de la mauvaise volonté, c'est souvent une tentative de protéger sa place, sa dignité et ses repères. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques mécanismes concrets par lesquels la culture bloque le changement au quotidien? Oui, d'abord les routines organisationnelles, les procédures, les circuits de validation, les manières de tenir les réunions. Même si on annonce officiellement plus d'agilité ou de simplification, si chaque décision continue à remonter 3 niveaux hiérarchiques, la culture du contrôle reste dominante. Ensuite, le système de récompense, si les promotions, les primes et la reconnaissance continuent de valoriser les comportements de l'ancienne culture, travailler seul, obéir, ne pas prendre de risques, les gens vont très logiquement rester fidèles à ces comportements. Il y a aussi tout ce qui est symbolique. Qui sont les héros auxquels on se réfère? Quelle histoire on raconte au nouveau? Comment on réagit publiquement à une erreur ou à un conflit? Si les dirigeants disent oser innover, mais que la moindre erreur est moquée ou sanctionnée, le message culturel reste ne bougez pas, ne vous exposez pas. Et c'est là qu'on voit que la culture, au fond, c'est aussi une théorie de pouvoir organisationnel. Ce qui contrôle les symboles, les histoires, les modes de reconnaissance, les critères d'évaluation, oriente en réalité ce qui est légitime, ou pas dans l'organisation. Si le pouvoir réel reste attaché à l'ancien modèle, le changement reste de façade. Alors, venons-en aux solutions. Que peut faire une entreprise qui veut conduire un changement important en tenant compte de cette dimension culturelle? Donc, la première étape, c'est de diagnostiquer la culture réelle.
On peut utiliser des entretiens, des questionnaires, des observations, mais aussi des grilles comme celle de Hofstede ou de modèles de Cameron et qui permettent de voir si l'organisation est plutôt orientée contrôle, flexibilité intérieure, extérieure. Sans ce diagnostic, on risque de lancer un projet de transformation en totale contradiction avec les valeurs dominantes. Ensuite, il faut définir une culture cible cohérente avec la stratégie. Quel comportement voulons-nous développer pour réussir ce changement? Plus de coopération, plus d'orientation client, plus d'expérimentation. L'objectif n'est pas de copier Toyota ou Netflix, mais d'aligner progressivement la culture sur ce que l'entreprise veut devenir, à partir de ce qu'elle est vraiment aujourd'hui. Et ce travail serait purement théorique s'il n'était pas porté par les leaders. Les dirigeants, les managers de proximité doivent être les premiers à incarner la nouvelle culture. Leur manière de décider, d'écouter, de gérer les désaccords ou les erreurs envoie un signal très fort. Si le top management continue à fonctionner comme avant, le message implicite est clair. Le changement, c'est pour les autres. Ensuite, il faut aligner les systèmes, les procédures et les organisations, les critères d'évaluation et de promotion, le recrutement et la formation. Tant qu'on récompense les anciens comportements, il est illusoire d'espérer un changement de culture. Il est aussi essentiel de travailler sur les peurs et les pertes. Ouvrir des espaces de parole, reconnaître que certaines habitudes vont disparaître, que certains métiers vont évoluer et proposer un accompagnement réel, formation, mobilité, passerelle. Plus ces dimensions sont prises au sérieux, moins la résistance culturelle est violente. Un autre levier puissant, ce sont les expériences concrètes. Plutôt que d'essayer de changer toute l'organisation d'un coup, on peut lancer des projets pilotes, des équipes qui expérimentent la nouvelle façon de travailler, avec un accompagnement fort. Quand ces expériences réussissent, on les valorise, on raconte leur histoire, on en fait de nouveaux modèles à l'intérieur de l'entreprise. Peu à peu, ce sont de nouvelles histoires, de nouveaux réflexes qui s'installent, et la culture évolue vraiment. Alors, merci à vous deux pour ce débat très riche. Ce que l'on retient, c'est que la culture d'entreprise n'est ni un simple décor, ni un slogan marketing. C'est un ensemble de valeurs, de croyances et de pratiques qui structurent en profondeur la capacité d'une organisation à changer. Comme l'a montré Edgar Schein, ceux qui influencent ces croyances fondamentales détiennent une part essentielle du pouvoir organisationnel. Et les travaux sur les valeurs et l'alignement culturel, qu'il s'agisse de Hofstede, de Cameron et Keane, ou d'analyses de cas comme Toyota et Netflix, rappellent qu'on ne peut pas réussir une transformation durable si ce que l'entreprise veut devenir est en contradiction totale avec ce qu'elle est au quotidien. La clé, au fond, c'est de prendre la culture au sérieux, la comprendre, la respecter, mais aussi avoir le courage de la faire évoluer. Pas seulement par des discours, mais par des actes, des choix cohérents et des expériences concrètes. Merci à nos invités, merci à vous, auditrices et auditeurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau rendez-vous autour du monde du travail et des transformations des organisations. Bonne journée à toutes et à tous.